cercle du 17 janvier est heureux de se donner l'occasion de se retrouver à nouveau et d'échanger sur cette colline des merveilles. En particulier dans cette salle dont nous pouvons bénéficier grâce à Gérald Desmarais, les propriétaires actuels. Nous marchons dans les pas de ceux qui nous ont précédés sur cette colline envoûtée. Ça s'inscrit dans la grande chaîne de l'amitié des chercheurs. C'est la vocation de l'association Le Cercle du 17 janvier. Comme chaque année, eh bien, nous nous efforçons de commencer la journée en demandant à quelques-uns des chercheurs de venir nous proposer, partager, échanger le fruit de leurs investigations. Et cette année, eh bien, c'est deux Michel Azins et Michel Vallée, qui nous font la grande amitié de venir nous présenter eh bien, leur théorie, en tout cas le cheminement intellectuel qu'ils ont suivi pour essayer de découvrir l'origine de la fortune dépensée par la Bessonnière. Voilà. Donc je vais leur laisser la parole. Je vous propose, c'est quand même un exercice un peu difficile, hein. C'est pas évident, donc on peut les encourager et puis on les remerciera tout à l'heure. Je voudrais avant tout rendre un petit hommage en quelques mots à Jean Robin qui nous a quittés le 25 décembre dernier. Chacun en a entendu parler ou a lu ses livres. Et donc je signalerai que j'avais créé en 1973, vous voyez, c'est pas récent, une revue qui s'appelait Pégase, et c'était l'un des premiers abonnés à la revue Pégase, en 1973. Je vous remercie pour le requiem. J'en suis très touché. Amen. Alors ça me donne l'opportunité de rebondir sur un autre Robin, Jean-Luc. Et j'ai trouvé un livre récemment que j'ai lu, qui est assez drôle, une note humoristique. Alors c'est un monsieur qui a écrit sur l'Arche d'Alliance. Alors je ne le connais pas, hein, c'est un petit bouquin. Et justement, je voulais faire une petite touche amusante. Et ce monsieur, l'auteur, parle à Jean-Luc Robin et il lui dit « Est-ce que vous croyez au trésor ?» Alors le monsieur lui dit « Tout est possible ». Jean-Luc Robin lui répond « Tout est possible ». Ici, on parle du trésor des Visigoths. Et le monsieur, il lui dit « Mais croyez-vous que le mystère de la Bessonnière sera un jour découvert ?» Et Jean-Luc Robin, il dit « Je vous répondrai ce que m'a répondu un jour une dame du village, on ne peut pas secouer le cocotier éternellement sans qu'un jour quelque chose n'en tombe. » Eh bien écoutez, c'est une bonne entrée en matière pour dire que, effectivement, c'est arrivé. Alors, j'avais quelques indices déjà. Alors bon, je me présente quand même parce que ça fait à peu près un demi-siècle que je m'intéresse à Rennes. Je suis arrivé en 1969, du temps de Bution. Et je m'intéresse à Rennes depuis très longtemps. Par contre, la chose s'est un peu dénouée il y a une dizaine d'années. Alors j'avais différents éléments, mais ce qui est arrivé, c'est que en 2017 est paru le journal de la Bessonnière. Voilà, le journal de la Bessonnière que beaucoup ont dû lire. En tout cas, je le conseille. Il est commenté par Patrick Monsior. Alors, je travaille depuis un certain nombre d'années avec Michel Azens et on fait un binôme, quoi. On s'entend. Il y en a un qui apporte un élément. On est complémentaires en quelque sorte. Et il me fait remarquer, il me téléphone un jour et il me fait remarquer à la lecture, parce que moi j'ai la mauvaise habitude, c'est que j'achète les livres, mais je ne les lis pas. En tout cas, pas tout de suite. Mon compagnon, par contre, l'a lu dès qu'il l'a acheté. Il avait déjà fait un travail sur Caminade. Donc, l'histoire des plans du domaine l'intéressait. Dans le journal de la Bessonnière, qui est reproduit pour la journée du 30 mars, la Bessonnière reçoit la visite du père Gustave Cerceau, supérieur de la congrégation des enfants de Marie Immaculée.
et administrateur du domaine de Castelnègre. Alors Castelnègre, c'est un domaine agricole qui se trouve entre Alette et Couisat. Dans le journal de la Bessonnière du 30 mars 1903, on trouve cette note. Arrivé à 10h, arrivé du père supérieur de Castelnègre, monsieur le curé de Luxerode, ils inspectent les travaux. Alors, Michel Essen se téléphone, il me dit, ils inspectent les travaux. Ils ne sont pas venus les voir, ils ne sont pas venus les visiter, ils sont venus les inspecter. Inspecter veut bien dire ce que ça veut dire. De côté, moi, j'ai toujours je suis quand même un moteur diesel, il faut un peu de temps. Par contre, il a été aux archives avant moi et il a commencé à chercher Castelnègre, ce que c'était. Alors, je lui laisse la parole pour qu'il vous présente en quelques strophes ce qu'est Castelnègre. Castelnègre, en fait, ce vaste domaine est situé sur la commune d'Alette, composé de plus de 75 hectares. C'était composé d'un castel et de vastes dépendances. Voici ce qui reste de la partie du château, ce qu'on appelait le château, et des dépendances abritant le matériel ainsi que les récoltes. En sus des cultures traditionnelles de la région, on y cultivait aussi la vigne avec un excellent rendement. Il y avait aussi une chapelle, dont l'édification est très ancienne, puisqu'elle était déjà mentionnée sur la carte de Cassini en 1760. Donc on présume qu'elle était encore plus ancienne, mais je n'ai pas réussi à retrouver l'origine. Le nom primitif, c'était Nègre, le nom de la métairie. Alors après, c'est devenu Bordenègre en 1830, et métairie sur la carte d'état-major de 1866, pour devenir Castelnègre, comme on le connaît aujourd'hui, en 1950, comme c'est mentionné aujourd'hui sur l'actuelle carte IGN. Le nom de Nègre provient certainement de la famille qui occupait les lieux autrefois. On trouve ce patronyme, en tout cas c'est le seul patronyme que j'ai retrouvé, sur un acte de décès daté de 1696. Ça n'a pas été facile. Le domaine de Castillon, que certains d'entre vous connaissent, c'était la résidence d'été des évêques d'Alette, c'est situé juste à côté. Si je vous parle de l'acte de décès daté de 1696, c'est parce que c'était noté Nègre dessus. Et en fait, plus tard, après la publication du livre, j'ai trouvé, évidemment on trouve toujours trop tard, j'ai trouvé d'autres actes de décès dans la même métairie. Donc maintenant, je pense qu'on connaît l'origine de Nègre. Un important historique a laissé apparaître de nombreuses mutations de terrain entre les deux propriétés, qui étaient reliées jadis par une ancienne voie romaine dite la route de César, qui passe effectivement à moins de 300 mètres du domaine de Castelnègre. Depuis 1823, plusieurs propriétaires se sont succédés. Moi, je suis remonté, si vous voulez, je ne suis pas arrivé à remonter, je n'ai pas retrouvé les actes de la Révolution. C'est très compliqué parce que certains ont purement disparu, d'autres ont été brûlés. Mais enfin bon, je suis quand même remonté à André Loubet. Son frère Gabriel, qui était notaire à Limoux, lui a succédé. Et ensuite, il y a eu un personnage, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui s'appelait Paul-Émile Nivet-Duhab. Alors, Paul-Émile Nivet-Duhab, en 1853, qui l'a revendu enfin à Antoine-Joseph Napoléon Meunier. Alors, si je vous dis qu'on reparlera plus tard de Paul-Émile Nivet-Duhab, parce que c'est un sacré personnage qui est totalement inconnu, enfin, en tout cas, qui était inconnu de ma part. Ah, un petit problème, non qui était complètement inconnu de ma part, et j'ai fait des découvertes assez, comment dirais-je, spectaculaires sur ce personnage. Alors, Nivet-Duhab, c'est d'une origine espagnole. À l'origine, bon, il y en a certains qui pensent que c'était d'origine juive espagnole. Je ne suis pas persuadé, puisque j'ai retrouvé, alors, à moins qu'ils se soient convertis au XVe ou XVIe siècle, comme ça arrivait, mais je pense qu'effectivement c'est une origine espagnole et qu'ils sont arrivés dans la région ici pour un généalogiste que je connais très bien, qui est un spécialiste, il serait arrivé dans la région aux alentours du XIIIe et XIVe siècle, puisqu'on trouve des ancêtres de ce Paul-Émile Nivet-Duhab ici dans la région, au XVe. Alors donc il a revendu ensuite à Antoine-Joseph Napoléon Meunier. Alors Meunier, il était issu d'une vieille famille d'Alette, il était militaire de carrière, et il est décédé en 1891 sans descendance. Ils n'ont pas eu d'enfants. Donc il a légué tous ses biens à sa femme Marianne Aymon. Alors Aymon, ce n'est pas un nom du coin. Aymon, c'est une famille du Morbihan, issue du Morbihan. Alors j'ai même réussi à retrouver, si vous voulez, leur acte de mariage. Alors c'est curieux parce que, comme quoi les militaires, ils ont des aventures en campagne, puisque Napoléon Meunier, il était stationné en Vendée.
Bon, chacun sait que la Vendée, c'est guère loin du Morbihan. Et donc, il aurait rencontré sa femme, Aimon, puisqu'elle était d'origine du Morbihan. Il aurait rencontré là-bas. Donc, c'est ensuite, si vous voulez, quand il a rompu avec la carrière militaire, qu'ils se sont mariés et qu'ils sont venus s'établir ici à Alette. Voilà, comme ça, vous connaissez tout l'historique. Donc, il a légué tous ses biens à Marie-Anne Aimon. Alors là, elle s'est trouvée à la tête d'une exploitation avec tous les soucis de la gestion. Parce que la dame de Castelnègre, telle qu'on l'appelait à l'époque, bon, vous savez tous que les messieurs tenaient les affaires, la comptabilité, la bourse, et les dames s'occupaient du logis. Et donc, on a établi que cette dame s'est retrouvée avec des soucis de gestion tels que, bon, elle ne pouvait pas l'assurer. Alors, c'est l'époque où il est décidé par la congrégation des enfants de Marie Immaculée de prendre en charge l'école Saint-Louis de Gonzague à Limoux. Alors, cette congrégation ne vous dira rien. Là aussi, j'ai trouvé assez facilement l'origine. Alors, elle était gérée par la commission des séminaires de Carcassonne, l'école Saint-Louis de Gonzague de Limoux. Notons que c'est Monseigneur Billard qui a proposé, avec l'entremise de l'abbé d'Estrême, au père Trottin, de se charger de l'établissement. Donc, c'est la demande de Monseigneur Billard. Alors, qui c'était cette puissante congrégation? Parce que j'ai estimé, si vous voulez, qu'elle faisait partie des deux principales congrégations en France, point de vue possession d'immeubles et donc de richesses. Alors, les enfants de Marie Immaculée, c'est une très ancienne congrégation vendéenne, département monarchiste, légitimiste aussi, dont la mission était d'assurer l'éducation de la jeunesse dans les séminaires, puis ensuite de les préparer au sacerdoce. Alors, le siège, il était et il est toujours à Chavagne-en-Paillé, donc en Vendée. D'où leur nom, les Pères de Chavagne. C'est comme ça qu'ils se nommaient et qu'on les nomme encore aujourd'hui. Ils sont plus très nombreux, je vous dis de suite. Les enfants de Marie avaient comme but, et toujours, l'adoration du Verbe incarné et la dévotion à la Très Sainte Vierge. Au total, il y avait 6 établissements qui en dépendaient, augmentés bientôt d'un 7e avec le collège de Limoux. Puisque le collège de Limoux, ils l'ont pris en charge à cette époque-là. Les pères Cerceau et Hugonet, retenez ce nom, Cerceau, et Hugonet, c'était le supérieur de l'école de Saint-Louis de Gonzague de Limoux. Ils arrivent donc à Limoux en août 1891. Théophile Hugonet devient ainsi le supérieur de l'institution jusqu'à sa dislocation, c'est-à-dire après les lois de séparation de l'Église et de l'État en 1903. Donc c'était un véritable petit séminaire, l'établissement comptait 120 pensionnaires. À l'époque, ce qui était un chiffre quand même important. Ils étaient répartis de la 6e aux classes de rhétorique, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à la première terminale. Ils apprenaient le catéchisme, la prière et les lectures spirituelles. Il faut croire que l'enseignement était de qualité et qu'ils étaient très appréciés, puisque lors de leur éviction en 1903, c'est toute une histoire qui s'est passée à Limoux, une foule nombreuse est venue les acclamer, dont des personnalités telles que 2 ou 3 banquiers, dont un banquier que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il fait partie dorénavant de l'histoire de Rennes-le-Château, c'était le banquier Coll. Le banquier Coll, c'était une bonne relation de l'abbé Saunière. Alors, les enfants de Marie Immaculée, soucieux de s'assurer une autonomie financière, puisqu'il ne faut pas croire que ces institutions recevaient de l'argent du siège et puis ils vivaient comme ça. Ils essayaient tous, comme aujourd'hui, comme à Prouille, puisque beaucoup d'entre vous connaissent Prouille, les bonnes sœurs de Prouille travaillent. Elles font des bougies, elles font des objets d'art et ça contribue à l'entretien des bâtiments. Mais à l'époque, c'était différent, parce que pour faire vivre une école de 120 personnes, de 120 élèves, plus les encadrants, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, il fallait quand même de l'alimentaire, et on mange en moyenne 2 fois par jour. Donc il fallait des sous. Et alors, pour trouver des sous, il ne s'agissait pas d'aller au marché et d'acheter pour 120 personnes. Il valait mieux avoir, comme ils faisaient tous, avoir un potager, un verger, pour subvenir à leurs propres besoins. Alors, pour s'assurer donc une autonomie financière, ils se mettent en quête d'une propriété. Alors, ils n'ont pas eu de mal à trouver. Ils n'ont pas eu de mal à trouver parce que, en ce temps-là, c'est comme aujourd'hui d'ailleurs un peu, tout fonctionnait par relationnel. C'est-à-dire qu'on recommandait quelqu'un, on présentait quelqu'un, et c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, avec le domaine de Castelnègre. Ils ont donc été présentés à la veuve Meunier, alors je ne saurais pas vous dire par qui, bien que j'ai ma petite idée, et donc présentés à la veuve Meunier, ils se portent acquéreurs du domaine. Alors, à l'exception quand même de 2 choses, du château et de la chapelle. Le château, il n'est pas très grand, il fait à peu près, je dirais, 5 à 600 mètres carrés.
ce qui est quand même pas mal. Ici on a une vue de l'entrée du château de l'époque, qui n'a pas changé aujourd'hui. J'ai identifié une ou deux autres personnes, mais c'est pas important dans notre histoire. Donc ça c'est une photo assez rare, hein, c'est la seule que je connaisse d'ailleurs, de Madame de Castanègre. Donc Madame de Castanègre, elle se gardait l'usufruit, hein, de la propriété. Alors cette vente, conclue par échelonnement de paiement, hein, avait des conditions pour le moins particulières, certainement bien rédigées par le conseil de la congrégation, hein, qui s'était... Alors le conseil de la congrégation, ça ne dira rien, mais c'était maître Léon Lacoste de la Rébondie, rien que ça. C'était un célèbre avocat des congrégations en France. Hein. Il défendait, j'ai vu qu'il avait défendu pas moins de 5 congrégations lors du déroulement des procès de la séparation de l'Église et de l'État. Hein, donc il était très connu, très puissant et certainement très compétent. Il avait son étude à Niort, évidemment, hein, dans les Deux-Sèvres. Alors l'acte a eu lieu le 7 février 1892. Et il faut bien retenir cette date parce qu'elle est importante dans l'histoire. Chez Maître Roch, notaire, qui était notaire à Limoux à l'époque, dont d'ailleurs on retrouve encore des papiers de l'époque, hein, ce qui est rare. Alors les enfants de Marie Immaculée, ils deviennent donc propriétaires de tout le domaine, de la métairie de Bressolles et des terres de Cascabel, puisque à l'origine Meunier, hein, la famille Meunier qui était très puissante à l'époque, on retrouve leurs traces jusqu'à la Révolution. Hein. Il y en a même certains qui ont commis des actions troubles pendant la Révolution. Et des terres de Cascabel, hein, Cascabel qui est le petit défilé qui est en bas. Voilà pour la présentation donc de cette congrégation. Lors de la dislocation en 1903, donc les membres de la congrégation sont tous repartis, hein, dont Cerceau et Hugonnet qui étaient déjà partis en Vendée. Ils sont revenus sur leur terre, hein, puisqu'ils ont été expulsés, c'est le terme. Hein. Leur avocat continue à défendre les biens de la congrégation. Alors, ce serait inutile de vous expliquer le dossier parce que je l'ai retrouvé, il est très très épais. Et cet avocat de la Rébondie, il était vraiment il était très très compétent. Vous allez voir la suite pourquoi. Alors, les biens de la congrégation, ils étaient évalués à pas moins de 585 000 francs or de l'époque. Alors, je ne vais pas faire des échelles de valeur en millions d'euros, hein, c'est inutile ici, puisqu'en plus ce serait difficile. Mais enfin, c'était colossal pour l'époque. Hein. Vous devinez bien que l'État avait bien envie de récupérer tout ou en partie de tout ça. C'est un peu comme nos besoins financiers actuels. Alors, Castanègre, curieusement, fut finalement retiré de la liquidation. Après que la démonstration fut faite que le domaine n'avait pas été payé. La clause suspensive s'appliquant, Madame Meunier remboursant les 3 000 francs déjà perçus, c'est-à-dire peanuts. Alors, on pense que la vente fut fictive. Pourquoi? Parce que Castanègre, restant donc dans le giron des enfants de Marie Immaculée, les directeurs y rappelèrent à Gustave Cerceau en 1907 pour lui confier, ça c'est curieux, totalement la direction du domaine. Donc ils sont restés, la congrégation est restée propriétaire de Castanègre. Donc il rappelle Cerceau, il lui confie la direction du domaine. Mission qu'il assurera pendant plus de 30 années. Hein, Cerceau est resté directeur du domaine, hein, gérant, directeur du domaine, jusqu'en 1937, donc juste avant-guerre. Hein, et il est rentré dans son pays natal, où il est décédé en 1940. Alors le plus curieux, c'est qu'en 1907, comme le prouve la matrice cadastrale qu'on présente là, il est porté propriétaire de Castanègre. Alors, il faut qu'on m'explique, d'un côté, on le nomme comme directeur, et la matrice cadastrale prouve qu'il est propriétaire. Donc ça, c'est une énigme qui est quand même révélatrice. J'ai retrouvé un article de La Vie en Famille. La Vie en Famille, c'était une revue catholique de l'époque. Je vous la lis brièvement parce que c'est assez révélateur. Une note publiée dans la revue En Famille en juin 1951 nous renseigne sur les 30 dernières années de la vie du révérend Pierre Cerceau. Alors, deux points, il vécut à Castanègre de 1907 à 1937. Sa vie fut celle d'un ouvrier agricole s'intéressant à tous les détails qui favorisent et augmentent le rendement de la propriété. Ce domaine, le père Cerceau s'appliquera à l'agrandir. Il n'est pas resté inactif, il a agrandi le domaine, donc il a acheté les terrains. Donc ça prouve que le domaine était rentable. Il n'inventait pas l'argent. Il en fit la plus importante exploitation de la contrée. C'est Dixit noir et blanc, écrit noir et blanc. Malheureusement, il ne sut pas renouveler à temps ses vignes et rajeunir ses ceps. Bon, ça a touché tous les viticulteurs de l'époque, entre les maladies, entre
tout ce qui se passait avec les plans. De même, il connut la douleur de voir brûler sa maison, il y a eu un incendie, qui fit reconstruire aussitôt. À l'aube de sa vie, il vint prendre sa retraite à Sainte-Marie, hein, c'est donc en Vendée, où il mourut paisiblement à l'heure où la France allait connaître 4 douloureuses années. C'était la fameuse Deuxième Guerre mondiale. Par sa vie d'isolement, son dévouement et son travail assidu, le père Cerceau a bien mérité de la congrégation. Alors, ils mettent une parenthèse pour la partie viticole, ça c'est intéressant. La production de Castenègre était de 1200 hectolitres de vin, tous cépages confondus. J'ai comparé avec les productions des autres producteurs de la région, c'était quand même assez important. Hein. Ce qui en faisait le premier producteur d'Alette. Il fournissait un cru de Malvoisie, pour certains d'entre vous ça vous dira quelque chose, dont on sait que la Bessonnière était particulièrement friand. Après on pourra parler d'autre chose. Bon, voilà pour ma partie de Castenègre. Castenègre, c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2017, c'était assez nébuleux. Et c'était l'époque aussi où je relisais le manuscrit de Claire et Antoine Captier que j'ai publié donc à cette époque-là. Et dedans, il était parlé de Castenègre. J'avoue que bon, j'avais pas trop accroché. Et puis, nos coups de téléphone, je lui dis, mais attends, il y a quelque chose qui est pas clair dans cette histoire-là. Et Antoine et Claire ne disaient rien. Bon, ils avaient un peu brodé là-dessus. Tout ce qu'ils notaient, c'était que le père Cerceau et le curé de Luc-sur-Aude venaient de temps en temps, à la demande de la Bessonnière, le remplacer lorsqu'il est absent. Bon, c'était déjà un service sympathique. Et du coup, je commence à poser des questions à Antoine. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'histoire qu'on vous raconte, ce n'est pas moi, c'est pas mon imagination, je ne suis pas assez doté pour ça, qui peut vous donner la suite. Voilà, donc je pose la question à Antoine. Et puis, il commence à me parler de Chanteyrac. Bon, il me dit quelques mots. Intervient encore Michel Azens, qui me signale Mémoire de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne en 1901. Et il est question de la bibliothèque de Monseigneur de Beaucot, qui était prédécesseur de Chanteyrac. Et j'ai retrouvé le dossier de la succession, et puis la bibliothèque, la chose suivante, le registre. Alors il y en a comme ça des pages et des pages de la bibliothèque. Il y a à peu près 3000 bouquins qui sont référencés. Et toute la succession de Beaucot, elle est bien là. Alors, meubles, livres, objets précieux, tout est bien noté. Et alors on a commencé à s'occuper justement de Chanteyrac. Chanteyrac était une famille noble du Périgord. Et donc il était évêque depuis 1763, et lorsqu'est arrivée la Révolution, il avait encore toute sa fortune. Il y avait des meubles, il y avait des livres, la bibliothèque, etc. Or, lorsque fut procédé l'inventaire des biens, alors en septembre 1792, début septembre 1792, Monseigneur Chanteyrac part en exil en Espagne et qui est atterri à Sabadell. Entre-temps, il y a un inventaire qui est fait des biens en 1792, en octobre, voilà, ici, octobre 1792. On s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. Il y a quelques chaises percées, quelques vieux meubles, 3 missels dans un coin, il ne reste plus rien. Voilà. C'est pas compliqué. Il y a même, c'est noté, à un moment donné, c'est noté 400 bouteilles dans la cave, vide. 400 bouteilles de vin, vide. On ne voit pas. Et alors, effectivement, on sait que tout ce qui concernait l'évêché d'Alette était chronologiquement consigné dans des registres. Ça, c'est marqué. Et effectivement, ces registres, alors on retrouve ça chez la Serre, ces registres, seul a subsisté le dernier registre, et qui a été donné à un descendant marquis Audouin de la crotte de Chanteyrac. Alors c'est la Serre qui raconte ça.
Donc, entre-temps, voilà, le palais épiscopal est vendu en bien national, si vous voulez. Il est racheté par un personnage de Jobran de Malviès, peu importe, par contre, qui le revend presque aussitôt à François Delac, qui est le chirurgien de Monseigneur, qui était le chirurgien de Monseigneur de Chanterac. Et ce qui est amusant, c'est qu'il hébergeait en même temps la sœur de l'évêque de Chanterac. Donc ça restait dans la famille, on va dire. Là-dessus, Michel Azens continuait ses recherches, alors sur Chanterac. Il a eu plus, moi j'ai même pas essayé, mais il a été plus rapide que moi. Il a réussi à contacter un parent, quelqu'un de la famille de Chanterac, d'ailleurs qui a un site internet. D'ailleurs, c'est un peu comme ça peut-être qu'il l'a trouvé. Et le monsieur commence à lui raconter que avant le départ spontanément, hein, il a raconté ça. Spontanément, en août 1792, deux neveux qui sont venus d'Ordeuil sont venus à... Alors, et ces deux neveux étaient... Alors, ils voulaient fuir la France. Hein. Alors, il y en a un qui voulait prendre le bateau à Marseille pour aller à Malte, rejoindre les chevaliers de Malte, et l'autre qui voulait rejoindre l'armée des princes, ceux qui ont lamentablement échoué à Quiberon, à la presqu'île de Quiberon, où beaucoup ont été fusillés. Enfin, bon, ça a été terrible. Les Anglais les ont abandonnés, bon, c'est toute une histoire. Et alors, ce qu'avait fait remarquer le Chanterac, le monsieur que Michel Azens a vu au téléphone, il lui dit, on ne comprend pas pourquoi, mais deux neveux, alors je ne vais pas noter les noms là, mais non, si l'un Michel et l'autre Hippolyte-Édouard, voilà, sont venus, il lui cite bien les dates, hein, il lui cite bien les dates, et sont venus à Alette. Alors franchement, c'est pas la direction la plus directe, et puis c'était dangereux quand même en 1792 de se balader sur les routes de France sans justification. Oui, petite parenthèse, c'est que quand le descendant de la côte de Chanterac m'a raconté ça, je lui demandais pas grand-chose, en fait. Hein, je demandais à ce qu'il recoupe mes informations. Et c'est comme dit Michel, c'est lui-même qui m'a spontanément, on est rentré en confiance, parce que ça n'est pas passé la première fois, c'est passé la deuxième fois où je l'ai eu au téléphone. Me dit, c'est bien que vous intéressiez à la famille et tout, parce qu'il y a des choses, il y a des éléments, comme même nous, qu'on ne s'explique pas. D'abord, on n'a plus grand-chose, on n'a plus rien sur notre descendant, hein, à part un registre qu'ils ont réussi à avoir, je ne sais pas trop comment. Mais on ne s'explique pas pourquoi nos neveux, enfin, nos aïeux ont fait un tel détour. Il y en a un qui se rendait à Marseille et l'autre qui se rendait au Havre, ou je ne sais pas où. Enfin, bref. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on était en pleine terreur. Hein. Il faut savoir quand même que pour des nobles, aller sur les routes de France à cette période-là, c'était particulièrement périlleux. Hein. Surtout une famille telle que les de Chanterac, qui était quand même assez richissime. Et on dit, on ne se l'explique pas, on ne se l'explique pas. Alors moi, j'ai bien noté tout ça. Hein, je me suis dit, oui, quand même, effectivement, faire un détour à Alette, hein, c'était à peu près 1 mois, 3 semaines de route, de cheval, hein, à cheval, hein, en diligence encore plus, hein, pour ensuite rejoindre Marseille, c'est pas évident. Donc il fallait quand même avoir une très grosse motivation pour faire ça. Hein. Et l'autre, pour venir à Alette, le deuxième, pour venir à Alette et repartir ensuite au Havre, ben, il fallait, je répète, qu'il y ait une grosse motivation pour aller voir leur oncle ici. Voilà, j'ai fini la parenthèse. Là, on va rentrer dans un truc scabreux qui m'est des fois contesté lorsque je les énonce. Donc, on sait que ces deux personnages, les deux Michel et Hippolyte-Édouard, vous voyez, il y a encore un Michel, ça en fait 3 maintenant, sont venus mi-août. Voilà, c'est ce que racontait le monsieur de Chanterac. Alors, j'en parle à Antoine, je lui fais mon compte-rendu à Antoine, et c'est là qu'il me dit, il m'en avait déjà parlé, mais je ne savais pas comment positionner les faits, et il commence à me parler de, attention, j'ouvre les guillemets, de Joseph Barthes.
Alors, je ne sais pas si beaucoup la connaissent, alors je vois des sourires, mais Josette Barthes, alors c'est une dame qui était déjà âgée, elle devait écrire un manuscrit, elle devait écrire un livre, pardon. Elle était en relation avec les gens qui avaient fait Bloodline. Alors bon, c'est des histoires de Marie-Madeleine, etc., de Jésus, Marie-Madeleine mariée, bon, ben c'est du sou d'Avenficole. Et cette dame, bon, c'est une dame qui habitait, elle est décédée il y a 2-3 ans, elle habitait Toulouse, et elle commençait à raconter, alors donc elle a raconté à Antoine un certain nombre de choses, donc elle lui raconte, alors c'est intéressant dans cette histoire, c'est que, bon, nous on est tombé, comme je vous ai expliqué, sur cette histoire de Cerceau vient inspecter, moi j'ignorais tout les histoires de Barthes, moi j'étais pas dans cette galère-là. Donc, si vous voulez, les choses en quelques mois ou en un an se sont un peu, comme un aimant, se sont rapprochés. Il y a eu cette histoire de Chanterac, il y a eu cette histoire de Castelnègre, et puis je pose la question comme ça, donc je fais le rapport à Antoine, et puis il commence à me parler, j'avais entendu parler, mais je n'avais pas prêté trop attention parce que je n'avais pas d'infos, de Josette Barthes. Et Josette Barthes était la fille de la filleule de la Bessonnière. Alors elle venait en vacances, pendant les vacances scolaires, elle venait chez Marie-Madeleine Arnaud, donc ça remonte à peu près entre 1937 et 1940. Et alors c'était une petite jeune fille, une enfant assez délurée, bon, elle pouvait avoir 15 ans, 16 ans à ce moment-là, qui était assez délurée, et puis elle posait toujours des questions à Marie-Madeleine Arnaud. Et donc elle fouillait partout, et alors c'est ce qu'elle raconte à Antoine, hein. Elle n'a pas raconté que ça, mais elle a raconté plein de choses, et des choses pas toujours vraies. Le problème de Josette Barthes, c'est que, comme elle était un peu, disons, le centre d'une recherche, elle racontait certains mensonges, elle racontait des exagérations, elle était un peu anticurée. Donc, si elle pouvait dire du mal d'Alfred Saunière ou de Béranger Saunière, elle s'en privait pas. Donc, c'était un peu un contexte un peu compliqué. Et elle lui a raconté qu'effectivement, alors, je vous dis, ce que nous, on savait, Josette Barthes l'ignorait. C'est-à-dire les recherches de Castelnègre. Elle n'a jamais parlé de Castelnègre, elle n'a jamais parlé de Chanterac. Si, elle a parlé déjà de Chanterac, elle parlait de Chanterac, mais elle ne parlait pas de Castelnègre. Elle ignorait la problématique de la fortune et de la disparition de la fortune de Chanterac. Et elle a raconté à Antoine que trois personnages étaient montés avec 5 mulets chargés de coffres à gros boutons noirs. Alors, c'est des clous qui constituent la sécurité des petits coffres. Bon, donc ils sont montés à Rennes-le-Château. Alors, ça c'est une BD que j'ai faite avec un dessinateur. Ils sont passés par Cascabel et ils arrivent. Donc il est à peu près. Moi, c'est pas possible autrement. Ils ont donc contacté Bigoud, l'abbé Antoine Bigoud. Alors, elle raconte, donc Josette Barthes raconte qu'ils se sont enfermés trois jours et 3 nuits dans l'église et dans le cimetière. Alors, à l'époque, les gens ne posaient pas de questions, c'était pas comme maintenant. Et ensuite, ils sont repartis. Parce que l'abbé Bigoud avait des infos, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils n'avaient pas fait. On pense que dans un premier temps, ça c'est mon hypothèse, ils sont rentrés dans le tombeau des seigneurs qui était accessible à ce moment-là, et qu'ils ont peut-être essayé de cacher les coffres dans le tombeau des seigneurs ou une galerie adjacente au tombeau des seigneurs. Mais si le tombeau des seigneurs avait été fermé,
il y a à peu près 25 ans avant, bon, il y avait un édit royal qui disait qu'on ne pouvait plus enterrer dans les églises. Mais il a surtout été fermé parce qu'il y avait un état de vétusté très avancé. Donc c'était dangereux d'y pénétrer. Alors, est-ce que l'abbé Bigou était au courant de quelque chose où ces gens-là avaient caché ces coffres? Parce qu'ils sont repartis, l'abbé Bigou ne les a jamais revus. Alors, il est à noter que l'abbé Bigou, donc ils sont arrivés, c'est mi-août, mais la chose a dû se passer, alors ça, j'en sais rien, j'étais pas là, hein, on est d'accord. Mais ça se joue sur une dizaine de jours. Et alors, on sait que même dans le journal de la Bessonnière qu'avait commenté comment il s'appelle, Patrick Monsior, l'abbé Bigou est parti, il est passé par Quillan, mais il est parti vers le 8, 10, 12 septembre 1792, c'est-à-dire après le passage de ces trois personnes. Et donc lui, par contre, alors il y a une histoire qui raconte, enfin il n'y a pas une histoire, c'est une hypothèse que certains émettent, qu'il serait allé à Sabadell. Bon, en fait, on a retrouvé, c'est pas moi qui l'ai retrouvé, mais enfin c'est moi qui ai lancé sur le site de notre ami Jean-Claude, je lui avais partagé à l'époque cette découverte de l'acte de décès de l'abbé Bigou à Collioure. Alors il y en a qui émettent le fait que non, l'abbé Bigou est bien revenu, a bien été à Sabadell, mais c'est au retour qu'il voulait revenir à Rennes-le-Château qu'il se serait fait coincer à Collioure parce que Collioure était tombé entre les mains des Espagnols. Bon, moi je veux bien, mais enfin on n'a pas de preuves. Moi, à mon avis, il a essayé de passer du côté de la mer, et puis il a été coincé à Collioure et il est mort dans une communauté religieuse parce qu'il y avait plusieurs couvents à Collioure. Ils existent, enfin, on connaît les bâtiments existent toujours. Les communautés, évidemment, ont disparu. Donc il est bien mort à Collioure, et donc il était assisté par deux religieux, il n'y a pas de problème. Voilà, les affaires en restent là. Arrive la Bessonnière. Donc la Bessonnière commence ses premières recherches, et alors, bien sûr, on va vous raconter, il a trouvé la marmite, il a démonté le maître-autel, etc. Mais Antoine, ce qu'il ne dit pas, ou il l'a peut-être écrit, mais on n'a pas grand monde en fait attention, il dit dans le chœur a été trouvée une pierre, alors il dit une pierre écrite, oui, une pierre écrite, dessous il y avait un gros dossier avec un gros dossier avec protégé par un cuir noir, quelque chose pour protéger les feuilles de l'humidité, des clés et un livre. Alors, le dossier, à mon avis, c'était des documents de... Ah, c'est mon avis, ça, par contre, hein, c'est... Les clés, j'ai la faiblesse de penser que c'est les clés des coffres. Et puis, un livre, ça peut être un registre ou quelque chose, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, il y avait toute une collection de registres, des procès-verbaux, etc., qui ont disparu. Alors, est-ce que c'était un de ces livres? Je ne sais pas. En tout cas, la totalité de toute la... comment dire... de toute l'activité de Monseigneur de Chanteyrac a disparu dans ses livres, puisqu'il n'en est resté qu'un seul. Voilà. C'est attesté par la serre. Et donc la Bessonnière trouve ça, et à mon avis, alors ça c'est, vous savez que la Bessonnière avait été vicaire pendant, je crois, un an et demi d'Alette. D'ailleurs, il s'est retrouvé là-bas, du côté d'Axa, comment ça s'appelle, le Clas, parce que, bon, on raconte, ça c'est sans doute vrai par contre, il était avec un personnage qui était à peu près ce qu'on pourrait appeler un voiturier qui louait des charrettes,
comment il s'appelait, le nom m'échappe. Et ils ont fait un peu la fête. Et ça a déplu pendant qu'il était vicaire avec ce personnage. Et c'est sans doute vrai l'histoire. Bon, elle est peut-être un peu exagérée, mais enfin, il s'est passé un truc et il s'est retrouvé au Clas. Et ensuite, il a été nommé, comme on le sait, à Rennes-le-Château. Et je pense que lorsqu'il a trouvé ses papiers, ses documents, peut-être qu'il y avait peut-être une rumeur de la fortune disparue de Monseigneur Chantérac, mais à mon avis, il a été voir Lasserre. Lasserre vivait toujours, parce que je crois qu'il est mort en 93. En 1893, Lasserre était un personnage érudit, archiviste, puisque le professeur de Paris qui était venu, qui est paru chez Plomb, un très bon bouquin sur Nicolas Papillon, paru chez Plomb, il cite Lasserre, il cite toutes les archives que possédait Lasserre, et donc Lasserre, s'il y avait quelqu'un à poser des questions, c'était bien à Lasserre. Et je pense que la Bessonnière avait gardé un bon contact avec Lasserre, et il n'est pas possible qu'il n'ait pas été le voir. S'il a trouvé des documents parlant d'Allais-les-Bains, il n'y avait aucun doute qu'il a été le voir. Et alors, à mon avis, alors là, c'est pas Antoine qui me le dit, mais c'est mon hypothèse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnages sont partis avec les mulets, ils sont partis avec les coffres, donc ils les ont pas mis à Rennes-le-Château, les coffres, et ils sont partis à l'extérieur. Ça, c'est Barthes qui le dit, et moi je pense que l'abbé Bigoud ne devait pas avoir la suite de l'histoire. Mais, et c'est pas possible autrement, c'est-à-dire que cette histoire, si elle est connue, c'est parce que Barthes l'a retrouvée écrite avec le dossier à couverture noire dans la tour Magdala, caché derrière les livres. Et d'ailleurs, c'est toujours Barthes qui raconte, lorsque cette jeune fille est venue avec les papiers trouvés dans la tour Magdala, à Marie-Hélène Arnaud, Marie-Hélène Arnaud lui a dit, mais comment, ça existe encore, la Bessonnière a gardé ça, il faut le brûler. Donc ils ont brûlé les documents trouvés dans l'église. Il devait, à mon avis, exister, le rapport n'a pu être écrit qu'après les événements, enfin après, par ceux qui les ont faits, mais écrit, c'est-à-dire courant septembre, un mémoire indiquant justement qu'ils sont montés à Rennes-le-Château, qu'il s'est passé ceci, qu'il s'est passé cela, qu'ils sont enfermés dans l'église, que ça n'a pas été possible de cacher les coffres, et que ces coffres ont été cachés à l'extérieur du village. Ça ne peut être fait que par ceux qui ont vécu ça. Et ce document ne pouvait... peu de chance, c'est peu probable qu'il soit à Rennes-le-Château. Donc il est possible que Lasserre ait parlé à la Bessonnière en lui disant il existe un document qui parle d'une chose comme ça. C'est peut-être de là où est née la rumeur à Allais-les-Bains. Peut-être qu'il y avait une rumeur, on ne sait pas. Attendez, ça remonte à 3 siècles, on ne sait pas. Et alors, tout à l'heure, Michel Hazen vous a parlé de Nivet-du-Hab. Alors, Nivet-du-Hab, je ne voudrais pas trop vous embarrasser avec ça, mais ce personnage, il y avait le père et le fils. Le père était un lithographe très important, très talentueux, qui a travaillé, je crois, à Lyon. On a un bouquin là-dessus, avec tout ce qu'on... Oui, juste une parenthèse sur Paul-Émile Nivet-du-Hab, dont le père d'Albert. Paul-Émile Nivet-du-Hab, c'est un drôle de personnage. Il était donc ce qu'on appelait à l'époque écrivain lithographe. Alors, pour faire court, si vous voulez un écrivain lithographe, c'est ce que vous avez dû tous voir dans les publicités de l'époque, dans les journaux. C'était la manière de dessiner les lettres, de la manière la plus artistique possible, de manière à ce que ce soit le plus vendeur possible. Donc il a fait ses armes à Paris, chez Mantoux, un grand imprimeur. Après il est venu à Bordeaux, où il a exercé pendant 7 ans. Il s'est mis à son compte, avec un certain succès d'ailleurs, et d'un seul coup, il trouve à se marier à Alette, avec une de ses cousines. On ne souriait pas, c'était quelque chose qui était pas courant, mais enfin ça arrivait assez souvent à l'époque. Mais cette cousine-là lui amène 60 000 francs hors de dot, c'est quand même pas négligeable. Alors, à Alette, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vit pas comme un rentier, il a monté une imprimerie.
puisqu'il est dessinateur lithographe. Donc il monte une imprimerie qui a dû fonctionner pas très longtemps, pas un an ou deux, puisque j'ai retrouvé des factures de clients de la région. J'en ai pas retrouvé beaucoup, j'en ai retrouvé 2 ou 3. Alors ce personnage était assez, comment dirais-je, donc c'était un spécialiste en écriture ancienne également, paléographie, etc. Vraiment un curieux personnage. Alors j'ai eu l'opportunité, c'est très curieux, c'est une histoire, j'avais rien demandé. Je suis rentré en contact avec un de ses descendants qui avait racheté la maison familiale d'Alette, qui avait appartenu donc au Nivelles-du-Hab. Alors, c'est un monsieur qui travaille aux États-Unis, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas pu le rencontrer, on devait se rencontrer. Et ils ont trouvé des caisses de papier dans la maison, et ils ont trouvé des drôles des papiers curieux, dont un où il y avait un anagramme dessus. C'était l'anagramme du Nivelles-du-Hab, où il était écrit « pot de vin » dessus. Alors, moi, ce personnage m'a fasciné, si vous voulez, parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même pas commun, un monsieur comme ça, qui a eu une vie quand même assez remplie, et qui, en plus, historiquement, était lié, si vous voulez, avec les principales familles révolutionnaires d'Alep. Bon, enfin, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, parce que il y a Michael Twyman, qui est un chercheur américain, a fait un dossier très complet, qui a été publié aux presses de Lyon il y a 3 ans maintenant. Je vous invite, si vous avez 15 € à mouiller, ou 20 €, à découvrir ce personnage, parce que c'était vraiment un artiste de son temps, et surtout, c'est un personnage d'Alette assez, je trouve, assez insolite. Voilà. Alors, le fils était propriétaire en partie des ruines de abbatiales. C'est lui qui avait aussi le tableau de... D'ailleurs, j'ai vu que c'était le cas, parce que voilà, c'est le livre d'Étienne Dejean, après l'Indépendant, qui en parle, parce qu'il l'a vu chez lui, etc. D'ailleurs, dans la BD que j'ai publiée, la Bessonnière parle à Nivelles-du-Hab, c'est une hypothèse de travail, il parle à Nivelles-du-Hab, et dans son dos, il y a le tableau. Donc, on s'amuse vraiment peu. Il est possible, alors c'est une hypothèse, il est possible que le petit mémoire où on raconte l'affaire des mulets, des coffres, et ça a été enterré à l'extérieur, ait été entre les mains de Nivelles-du-Hab, qui était un gros entasseur d'archives, un peu comme moi d'ailleurs. Il les entasse, mais il les lit pas. Par contre, je pense que le mémoire ne disait pas tout, ne disait pas où. Il racontait le truc, et puis il disait, à distance de Rennes-le-Château, voilà, on a fait ça ci, on a fait cela. Ok. Dans l'héritage de la Bessonnière, Antoine et Claire racontent la découverte d'un parchemin blanchâtre, où il y a pléthorique de noms, une liste d'objets précieux. Il ne dit pas autre chose. Alors il dit, ça a été trouvé par la Bessonnière dans l'église. Moi, je ne le crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Il faut comprendre que ça marche plus non plus. Vas-y, continue, Michel. Non, ça marche pas. Vous voyez, c'est le vrai, parce qu'on veut faire taire. Oui, donc dans l'héritage, il n'y a plus d'image. Donc il est parlé d'un parchemin blanchâtre où il y a une description de différents objets. Antoine pense que c'était trouvé dans l'église parce que Josette Barthes lui avait dit l'avoir eu entre les mains. C'est ce qui a été brûlé ensuite par Marie-Hélène Arnaud lorsqu'elle a découvert qu'il existait toujours. Alors au début, oui, pourquoi pas, bon, ok, il a peut-être été trouvé dans l'église. Bon, moi j'étais pas là, je ne peux pas tout savoir. Mais après j'ai eu des doutes, parce que vous savez que la Bessonnière a cherché pendant plusieurs années. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'en 91, parce que quand cette histoire de tombeau, il met à un moment donné découverte d'un tombeau. Tout le monde pense, tout le monde écrit, je l'ai même mis dans la BD pour faire plaisir aux lecteurs, que c'est la découverte du tombeau des seigneurs. Je ne crois pas, parce que pourquoi écrire d'un tombeau? Il aurait dû écrire du tombeau. Et pourquoi ne pas mettre même tombeau des seigneurs? Enfin, il aurait dû écrire tombeau, découverte du tombeau. Après, on sait qu'il a recherché les registres paroissiales où il a découvert qu'effectivement, il y avait
C'est celui qui l'a gardé d'ailleurs, Antoine, maintenant il est aux archives départementales, mais on en a, beaucoup d'entre nous en ont des copies de ce document, et c'est là que ça évoque indiscutablement le tombeau des seigneurs. Moi j'avais des doutes parce que je me dis, mais s'il avait ces renseignements, pourquoi il n'est pas arrivé assez rapidement? Parce qu'en 1895, il se fait prendre dans le cimetière à bouger des dalles, des pierres tombales, etc. Il fait tout un manège et il semble trouver, sa découverte semble dater de 1897. Pourquoi? Parce qu'en 1898, il commence à acheter des terrains. Et puis, si vous suivez bien toute la chronologie de la construction du domaine, il n'y a pas d'impayé. Alors, évidemment, il y a le sens paysan, il fait traîner, il prend ses entrepreneurs pour des banquiers, c'est-à-dire que c'est eux qui commencent à porter la marchandise, il paye quand il a le temps, mais c'est pas parce qu'il n'a pas l'argent. Alors, il n'a pas forcément tout de suite l'argent. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors j'ai posé la question à Antoine, et alors il a fini par me dire, ça c'est pas un secret parce que je l'ai publié. Ce qu'il y a, c'est qu'au bas du parchemin, et ça a échappé à tout le monde, Antoine Captier m'avait révélé, il me dit, j'en ai jamais parlé, il ne le met pas dans son livre, il me dit, à la fin du parchemin, il y avait les versets d'Ézéchiel. Lorsque vous avez le mémoire des gens qui ont caché les coffres, les papiers trouvés sous une dalle, je ne parle pas de la dalle des chevaliers, hein, une dalle. Antoine me dit, les ouvriers disaient une pierre écrite. Alors, il pouvait y avoir, vous savez que à l'origine, l'église de Rennes-le-Château, il y avait des dalles de gens enterrés, mais au sol, comme ça se fait dans certaines cathédrales, etc. Et donc, il y avait une pierre avec des gravures dessus, enfin des inscriptions dessus. Donc, ce n'est pas la dalle des chevaliers. La dalle des chevaliers, c'est encore autre chose. Et donc, il y avait ce parchemin en long et le petit mémoire. Alors, comment il l'avait eu, comment Sonia l'a eu, j'en sais rien, mais en tout cas, Josette Barthes l'a eu entre les mains. Enfin, elle l'a raconté, en tout cas. Et donc, il y a 3 éléments. Mais si vous n'avez pas ces 3 éléments, vous ne pouvez pas. Vous ne trouvez pas. Il y en a un qui vous parle de Chanterac, de l'administration, des territoires, etc., probablement. L'autre, ce qu'ont fait les gens qui sont venus en août 92, en 1792, et puis le parchemin. Mais si vous n'avez pas réuni les 3, vous ne comprenez rien. Et donc, parce que si vous avez un parchemin qui vous donne toute une liste de bijoux, d'objets, etc., et puis à la fin, vous avez lire les versets d'Ézéchiel, oui, bon, ça nous renvoie au grand parchemin que tout le monde s'échine dessus, enfin les 2 parchemins qu'avait publié Gérard de Saint. Par contre, les 3 en même temps, on reconstitue une histoire. Parce que moi je dis, à l'extérieur, ouais c'est bien joli ça, mais à l'extérieur, aller retrouver un endroit où il faut chercher spécifiquement à un endroit qui ne doit même pas être tiers d'ici, dans un no man's land, entre à la sorte, enfin, en contrebas de Rennes-le-Château, vous cherchez comment, voilà. Alors, il y a une histoire, parce que je m'intéresse beaucoup au trésor, il y a une histoire du côté de Rouen, dans le bois de Roumar, un brigand a caché, attention, dans le bois, dans la forêt de Roumar, un brigand a caché un trésor au pied d'un arbre. Eh bien, écoutez, si vous trouvez quel arbre sur une forêt, moi je veux bien. Hein. Alors, je me dis, la Bessonnière, comment il a fait pour trouver. Or, lorsque vous... Alors, Josette Barthes, c'est pour ça qu'elle était sincère. Hein. On a beau dire, après, je peux en dire 2 mots, parce que j'ai eu plusieurs... Moi, je ne l'ai jamais rencontré parce que j'ai toujours refusé. J'avais son adresse, son téléphone, mais plusieurs, même Michel Hazens lui a parlé au téléphone. Mais plusieurs, Brunel, enfin, il y a plusieurs personnes qui l'ont contacté, qui l'ont vu, etc. Moi, j'ai toujours refusé parce que j'ai préféré rester en dehors, parce que
il y avait 60% de bêtises et 40% de choses intéressantes. Mais ce qu'on a fait, notre affaire de Chantirac, elle provient de là finalement. Cette dame n'avait fait aucune recherche, elle a balancé son histoire, et nous on a fait une recherche à partir d'éléments qui provenaient de cette source. Et puis, bon, vous avez vu, on a décrypté Castelnègre, on a trouvé le truc du journal, de la Maisonnière, enfin, on a suivi un cheminement, on peut nous reprocher certains détails, je ne sais quoi, mais il y a une cohérence, quoi. C'est pas notre imagination, les extraterrestres ne sont pas intervenus pour nous apporter un document, etc. Alors, les versets d'Ézéchiel, alors, c'est Épître 21, versets 23 à 29. Je vais schématiser. Hein. C'est Nabuchodonosor qui veut attaquer Jérusalem. Alors, et toi, fils d'homme, trace 2 chemins pour que vienne l'épée du roi de Babylone. Que ces 2 chemins partent du même pays. Le même pays, c'est en fait Rennes-le-Château. À leur entrée, tu mettras un signe indiquant la direction d'une ville. Tu traceras un chemin pour que l'épée vienne vers Rabat des fils d'Ammon, et vers Juda, Jérusalem, la ville forte. Bon, la ville forte, c'est le lieu qui nous intéresse. Le roi de Babylone, en effet, s'est arrêté, attention, c'est là que ça se joue, s'est arrêté au carrefour à l'entrée de 2 chemins pour scruter les présages. Il secoue les flèches, consulte les idoles, examine les foies. Dans sa main droite, le présage désigne Jérusalem. Qu'on mette en... Alors, voilà. Donc, si vous lisez en phonétique, vous partez d'un même lieu, donc Rennes-le-Château, puisque les gens sont partis de Rennes-le-Château, en quelque sorte. Pour indiquer, il y a une direction. Il y a un carrefour, 2 chemins. Et qu'est-ce qu'on prend? À droite. Voilà. Alors bon, ok, c'est sympathique, mais, alors, cheminement de pensée, alors après, il parle le siège de Jérusalem, le pillage, enfin bon, voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, on peut dire, Vallée, il interprète les trucs, il se fait des idées. Je me suis dit, on est toujours dans le même cas de figure, sauf qu'on arrive quand même à resserrer un peu les boulons. Et je me dis, il doit y avoir quelque chose de significatif sur l'endroit à retrouver. Et alors, depuis 2 ans, je cherche à publier, parce que je publie différents bouquins, parce que j'ai des éditions Picase, j'ai en main le mémoire, alors certains l'ont lu, de Gibrac Lescure. Je ne sais pas si certains le connaissent. C'est une universitaire, elle a dû écrire ça dans les années 1978. Alors, on vous dit à Rennes-le-Château, il y a les moulins, etc. Elle, non. Elle, c'est une universitaire, archéologue. Elle a fait un travail intéressant. Et puis, c'est argumenté par rapport à d'autres travaux, etc. Donc là, on est vraiment dans un bon... c'est pas Da Vinci Code, là. Et donc... en fait, c'est pas des moulins, c'est des tours de guet. C'est des tours de guet, mais c'est surtout des... comment dire, on allumait les feux, ça existait depuis le 11e, 12e, 13e siècle, et donc c'était des moyens de communication. Or, l'endroit que je suppose, sur les indications de Barthes, et les indications qu'approuve tout à fait, puisqu'il connaît bien le sujet, Antoine, et puis le regretté Marcel Cartier, ils cherchaient au même endroit que moi. Lorsque Marie Desnarnaud le disait, parce qu'elle a emmené une fois Josette Barthes sur les lieux, parce qu'elle n'arrêtait pas de la tanner, et elle lui dit, voilà, lorsqu'on sort du... Alors elle appelait ça le tunnel. D'ailleurs, c'est même dans l'expression et dans le livre d'Antoine. Lorsqu'on sort du tunnel, on voit les murailles du château de Poule, de Rennes-le-Château, voilà, où on est ici, et les ruines de Custosa. Donc, vous avez compris que c'est au nord du village.
Et je me suis dit, mais et j'y ai même pas pensé tout de suite. C'est en lisant et en relisant, parce que je veux le publier. Bon, c'est un peu compliqué parce que, pour des raisons X, je me suis dit, mais je n'ai pas pensé à ça tout de suite. C'est que il y avait une tour de guet, mais sauf que la tour de guet, à l'époque, en 1792, devait être en ruine. Et à l'époque, un siècle plus tard, hein, à l'époque de la Bessonnière, il devait rester des substructures au sol, quelques pierres. Donc la Bessonnière arrive là. Et à mon avis, dans le parchemin avec les motifs, les versets d'Ézéchiel, il devait y avoir quelques détails supplémentaires. Et ce que disait Marie Arnaud à Joseph Barthes, puisqu'elle en parlait, parce que les coffres étaient dans une salle voûtée. Alors, moi j'habite à côté de Perpignan, donc le château de Salles, ce n'est pas loin. Et à Perpignan, il y avait des murailles. Les types pouvaient faire le tour de Perpignan avant que les murailles soient détruites. Il y avait une galerie comme le métro, au-dessous c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire le tour de la ville. Et moi, j'en ai vu vers la gare de Perpignan, ce genre de choses. C'est en briques rouges, il n'y a pas de problème, ça a tenu le coup. Et je me suis dit, il faut que ça soit s'il y avait une cave voûtée, alors ça devait probablement, alors s'il y avait une tour de guet ou une tire à signaux, elle devait être costaud quand même. Et il devait, parce que quand vous y êtes, vous avez une vue excellente. Alors, il y a la végétation, mais vous avez une vue excellente de Couiza au Cardou, 360 degrés. Donc, ça devait être, il devait y avoir ça devait être, vous surveillez toute la vallée. Là. À mon avis, à la base, cette cave, cet espace protégé, bien construit, devait abriter la poudre, les mousquets, enfin l'artillerie, des choses qu'il fallait protéger malgré tout. Par contre, on sait qu'il y a eu un éboulement. Alors, même Patrick Monsior, que beaucoup connaissent, a fait des recherches là-dessus. Probablement, c'est un travail de Patrick Monsior. Il a découvert que... Alors, moi, je savais qu'il y avait eu un éboulement. Ça en parlait, Marie Arnaud. Alors, justement, comme il avait, on va dire, il a les mêmes informations que moi, Patrick Monsior, mais il est beaucoup plus prudent, beaucoup plus discret, surtout beaucoup plus discret. Il avait retrouvé, effectivement, d'ailleurs, je le mets dans le journal de la Bessonnière, dans les commentaires, il cite le rapport municipal, comme quoi il y a eu un éboulement en 1908. Alors lui, l'éboulement s'est produit au Capia, au sud de Rennes-le-Château. Et alors, cet été, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais pourquoi tu choisis les Capias alors que c'est probablement pas là? Parce que lui, bon, c'est vrai, Barthes, il est méfiant, mais quand même, il est dans le même optique que moi. C'est-à-dire qu'il faut trier le grain de livret. Et il me dit, j'étais avec Claire et Antoine, et ils étaient au Capia, alors il raconte, là, il y a eu l'éboulement en 1908, etc. Et là, Claire lui dit, ah, mais c'est amusant parce que à peu de distance, la Bessonnière avait un terrain. À ce sujet-là, j'avais posé la question à Claire et elle me dit, je lui dis, mais s'il allait sur les lieux, bon, il fallait quand même un peu sécuriser la chose. Mais elle me dit, y aller de nuit. Et alors, ce que raconte Antoine dans son bouquin, et bon, il l'a confirmé évidemment, je le sais, il y allait avec Augustou. Augustou était le mari de Julie Malville, la deuxième sœur de lait de Marie Desnarnaud. Et ils ont toujours été des gens impeccables. Par contre, les premiers renseignements qu'a obtenu Antoine Captier venaient de Julie Malville, qui est morte en 1953, en 1954, 1953. Voilà. Donc, les premiers renseignements venaient de là. Après, il a eu des renseignements dans sa famille, etc. Ça a été, il a mis du temps quand même, parce qu'il a écrit le bouquin. Il avait écrit le bouquin en 85, et il n'avait pas tous les renseignements qu'il a eu 20 ans plus tard.
La Bessonnière a trouvé les coffres là. Ensuite, bon, alors ça va être compliqué là, mais les objets, il les a vendus. Bon, maintenant on sait à peu près à qui. Un antiquaire, alors c'est l'histoire de M. Guillaume, il a vendu ça à un antiquaire de hollandais, bon, on a l'adresse, qui est mort. Dès le début où il faisait du commerce. Et après, c'était un monsieur Mullman. Par contre, l'antiquaire d'origine est mort dans sa boutique. Et c'est un monsieur Mullman qui a repris le. Alors, on sait qu'il a vendu aussi des choses à un antiquaire, Lambrigot. Et d'ailleurs, c'est à ce Lambrigot. Alors, évidemment, Joseph Barthes continuait de fouiller. Et dans le bureau, elle a trouvé un tiroir secret où il y avait 47 pièces d'or des quadriges. C'est-à-dire, c'est des monnaies de République romaine. Ce trésor a été récupéré par Marie Desnarnaud. Elle a offert un bijou que lui avait laissé la Bessonnière, parce que vous savez que Marie Desnarnaud a disposé de bijoux anciens qui ont été aussi distribués, ça c'est vrai ça, qui ont été aussi distribués aux deux sœurs de lait. Il y en avait une qui était à Carcassonne et l'autre qui était à Rennes-le-Château. Rigaud, lui, quand il a vu ces monnaies, il a dit « je ne peux pas assumer, c'est trop gros ». Et semble-t-il, ils auraient été vendus au musée de Saint-Germain-en-Laye, au musée des Antiquités nationales. Et des recherches ont été faites. Moi, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Je sais que Brunel a fait des recherches là-dessus, mais on lui a répondu que, comme c'est arrivé en 1930-1940, les Allemands, pendant la guerre, ont fait un peu de ménage dans les médaillés des collections nationales. Et là, il n'y avait pas eu d'inventaire correct, donc il n'y a pas... On n'a pas affirmé ni confirmé. Par contre, le bureau, moi, je l'ai vu au début où je m'intéressais à Rennes, et ce bureau ensuite a été donné dans les années, je veux dire 75-78, à un médecin de Nice, et par Bution. Il l'a emmené. Et d'ailleurs, lorsque Philippe Marlin a fait un hommage à Henri Bution, il y a une intervention que j'ai filmée. Antoine Captier lance un appel en disant ce bureau a été donné à un médecin à Nice, pouvez-vous le retrouver? Parce qu'il aurait voulu vérifier s'il y avait d'autres monnaies dans un tiroir secret. Il y avait des petits tiroirs secrets, c'était un gros bureau. Hein. D'ailleurs, dans le livre d'Antoine, il est adossé au bureau. Oh, juste un petit regret aussi, c'est que je lui avais remis le bureau qu'il y avait dans la tour, qui était donc constitué, qui était comme la bibliothèque, avec des arcades très jolies. Donc comme je n'avais rien à faire, je lui avais restitué. Et par la suite, j'ai appris qu'effectivement, dans ce bureau, il y avait une cache, malheureusement, donc j'ai pas fait attention. J'aurais aimé le vérifier maintenant. Alors si quelqu'un savait à qui M. Bution a vendu ce bureau, ça m'intéresserait pour faire cette vérification. Parce que dans notre recherche à nous, qui est basée quand même sur des documents et des témoignages surtout, on a bien vérifié quand même les témoignages aussi. C'est-à-dire, notamment dire ce qu'on m'avait raconté là-dessus, si c'était vrai, s'il y avait bien un double fond dans un des tiroirs du bureau de la Bessonnière. Bon, je ne voudrais pas égrener votre patience, puisque vous devez avoir faim. Mais il y a un sujet, comment dirais-je, qui me tenait à cœur depuis un moment, qu'on avait publié d'ailleurs dans le dernier livre qui est sorti il y a déjà 3 ans et demi, 4 ans maintenant, non? Castelnègre 4 ans. Alors, c'est une curieuse histoire. Bon, tout le monde sait, alors on va revenir au départ, pour les personnalités qui auraient fréquenté le domaine. C'est un tout autre sujet, hein. Mais ça devrait plaire à certains et certaines. Alors, la fameuse marquise du bourg de Bozas, hein, que tout le monde a vu citée par Gérard de Sède dans l'Ordre de Rennes. Après étude, je m'étais rendu compte qu'il s'agissait de la branche aînée des Dubourg de Prie, B-R-Y-E, hein, dans le département de la Nièvre. Le marquis et la marquise avaient pour marotte le spiritisme alors très en vogue. Le fils, quant à lui, il est devenu explorateur, il a disparu en Afrique. Voilà pour la courte histoire de la marquise. La très authentique marquise du bourg de Bozas, comme disait Gérard de Sède. Alors ça m'avait interpellé. Alors il y avait nulle trace de relation. J'ai fait des recherches assez approfondies entre eux et Rennes-le-Château, que je vous dise de suite. Même pas une propriété dans la région.
Alors, par contre, il était établi que Gérard de Sède avait confondu avec la famille Dubourg de la Haute-Garonne. Voilà, l'autre branche, si vous voulez, du Languedoc, des Dubourg de Beauzan, des Dubourg, qui fréquentaient assidûment la station thermale de Rennes-les-Bains, et dont Joseph Dubourg, monarchiste légitimiste, devint secrétaire du comte de Chambord. Alors ça, on avait publié ça dans Voyage au centre d'affaires, ça fait maintenant une dizaine d'années, hein, où on avait publié la liste de tous les donateurs qui, curieusement, on retrouve pratiquement un mot à mot dans l'histoire de Saunière. Donc, par contre, il y a un personnage qui m'a tenu à cœur, donc, évoqué par Gérard de Sède également, qui mérite d'être cité. Il s'agit d'un archiduc d'Autriche. Hein, tout le monde connaît la fameuse histoire de Jean-Stéphane, dit Jean Hort, hein, qui s'était rendu à Rennes sous le nom d'emprunt de Guillaume. Et Gérard de Sède, il est identifié sous le nom de Jean-Stéphane, d'autres le nommant Jean Salvatore. Jean Robin, quant à lui, c'était plutôt Jean-Baptiste de Habsbourg. Ce Jean Salvatore, après sa disgrâce, porta le nom de Jean Hort, comme tout le monde le sait. Et il prit la mer pour se rendre en Patagonie, où il décéda vers 1909. Voilà ce que l'on sait. Il s'avère peu probable que celui-ci partit en 1899 et affairé en Autriche, comme on a pu le lire, à régler les formalités de son départ, se soit rendu à Rennes-le-Château pour faire du commerce avec l'abbé. En tout cas, il y a pas mal de chercheurs qui sont unanimes sur ce point. Un autre témoignage de Jean Espeux, hein, lui affirmait que l'archiduc s'était rendu à Rennes-le-Château en 1907. J'ai bien retenu la date. Et alors, ce témoignage est bien mal, parce que Jean Hort, à ce moment-là, il était déjà en Patagonie depuis des années. Alors, donc, une lettre datée de 1982 à Jean Robin, aussi, le questionnant sur la venue d'un Habsbourg à Rennes-le-Château, Otto de Habsbourg, il s'appelait comme ça, répondit qu'il n'avait jamais entendu parler de ce fait. Donc, on est dans le brouillard, on était dans le brouillard le plus absolu en ce qui concerne la véracité de ce fameux Jean Hort. Alors, ici, en haut à droite, vous avez, dans l'archiduc dont je vais vous parler, Jean Salvatore, hein, et à gauche, vous avez Jean Hort, hein, debout. Hein. Alors, qui pourrait être ce Habsbourg? Parce que bon, il n'y en a pas 50 des archiducs. Et ici, vous avez Louis Salvatore de Habsbourg. Alors, qui était Louis Salvatore? Alors, Louis Salvatore est devenu célèbre aujourd'hui, hein, aux Baléares, puisque c'était le premier touriste des Baléares, hein, qui ensuite a fait venir beaucoup de monde aux Baléares, et encore aujourd'hui. Ce prince autrichien, il pourrait être donc Ludwig Salvatore de Habsbourg, donc Louis Salvatore de Habsbourg en français, Toscane, troisième fils de Léopold II. Alors, s'étant libéré des obligations de la cour, il a pris la mer pour se rendre aux Baléares, à Palma de Majorque, parce que dans son enfance, il voyageait beaucoup avec ses parents. Il est tombé amoureux de l'île. En 1871, il a fait construire le Nix, hein, ce yacht, qui était conséquent pour l'époque. Hein. C'est un yacht qui pouvait traverser l'Atlantique sans problème. Hein. C'est un grand yacht avec lequel il devait sillonner la Méditerranée pendant plus de 15 années, hein, puisqu'il était à la fois savant, ethnographe, enfin, il avait beaucoup de casquettes. Il parlait couramment 5 langues. Et après, je vous dirai laquelle particulièrement. Je me suis rendu à Deia, il y a quelques années de ça, parce que je voulais en avoir le cœur net, je voulais voir sur les traces de l'archiduc. C'est un petit village pittoresque de l'ouest de l'île. C'est la Sierra Tramontana, hein, c'est le côté ouest de l'île. C'est très très beau. C'est un village de peintres. Hein. J'ai eu tout le loisir de visiter les multiples propriétés de l'archiduc. Il en avait 6. Hein. Soit entre autres Solmaroch et le monastère de Miramar. Alors, le monastère de Miramar, c'est l'ancienne résidence de Ramon Llull. Ramon Llull, certains d'entre vous connaissent, c'était un savant, magicien, mais surtout alchimiste. Théologien également. Alors, dont Louis Salvatore il était passionné par ce personnage, donc il avait décidé de racheter sa propriété. Donc ces propriétés de Louis Salvatore s'étendaient sur 3500 hectares. Alors, outre la proximité géographique de l'archiduc, hein, puisque c'est le seul archiduc qui était proche de la région ici, hein, si on regarde bien, il y a plusieurs similitudes avec Rennes-le-Château, dont les deux propriétés. Hein. Alors, on retrouve un belvédère hein, à Solmaroch. À Solmaroch aussi, on trouve un jardin similaire, figurez-vous, à celui qui existait ici à l'époque, en tout cas, de Corbu. Hein. Ça m'avait un peu interpellé, ça. Alors, on trouve une tour crénelée également chez l'archiduc, mais je ne peux pas vous faire avoir la photo. Oui, ah non, c'est pas celle-là. Alors, ça, vous serez interpellé par cette tour qui ressemble furieusement à la tour Magdala, mais elle n'est pas dans le domaine. Hein. Elle est située, en fait, c'est ma femme qui m'a fait lever les yeux à l'époque, elle est sur le palais de la Moneda, à Palma de Majorque, qui se situe à peu près à 100 mètres de la cathédrale. Donc c'est quand même très curieux. Hein. Bon, alors, on trouve également à Miramar une bibliothèque en bois précieux. Alors ça, des bibliothèques, vous allez me dire, il y en avait beaucoup, un peu partout.
Mais celle-là, c'est curieux, mais elle a à peu près les mêmes dimensions que celle de la tour Magdala. Ça m'avait un peu interpellé. Et surtout, à l'intérieur, on trouvait, je l'ai visité, j'ai fait l'inventaire, on a trouvé à peu près 40% de livres en français. Pourquoi? Mais parce que cet archiduc, figurez-vous que c'est le seul qui parlait couramment le français parmi les 4 archiducs. C'était le seul. C'est quand même plus pratique pour voyager, pour se déplacer ici en France. Donc, il faut le reconnaître. Donc, on trouve aussi une petite chapelle, hein, comme ici, des palmiers, une orangerie, comme ici à Rennes-le-Château, une petite grotte, qui ressemble à peu près à celle qui était dans le domaine. Voilà pour les nombreuses similitudes avec le domaine de Rennes-le-Château. Alors en fait, il y a un truc qui est encore plus surprenant, c'est les cages réservées pour les singes de l'archiduc. Il avait 3 cages dans lesquelles il élevait pas des singes, en fait, il les mettait pour la nuit. Hein. Souvenez-vous ici que Saunière en avait également. Hein. L'abbé Saunière, il avait une marotte, il avait 2 singes. Il avait 2 singes également, on donnera les noms tout à l'heure. Alors venons-en à la ménagerie de l'archiduc. À chaque accostage de son voilier, les visiteurs étaient étonnés par toute la ménagerie qu'il y avait dessus. C'était impressionnant. Il se déplaçait toujours avec sa ménagerie. Il y avait des singes, des perroquets et des chiens. Partout sur tout le vaisseau. Alors, imaginez les pauvres gens de Palma, quand ils voyaient arriver le Nix, ils se disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le parallèle, il est où? Chacun se souvient que Saunière, il avait aussi 2 singes, hein, qui étaient nommés un Mora et l'autre Capri. Alors Mora, évidemment, c'est les morts. Hein, c'est les morts dont Palma de Majorque a été occupé par les morts pendant 2 siècles. Et il avait un ordre qui s'appelait aussi Mela, ici l'abbé Saunière. Quant aux chiens, l'abbé, il en possédait aussi 2, comme l'archiduc. Tiens, c'est curieux. Il avait 2 chiens. L'abbé Saunière, il s'appelait Faust et Pomponnet. Je n'ai pas retrouvé le nom des chiens de l'archiduc. Il faut reconnaître que c'est quand même très étrange tout ça. On appelle ça une similitude comportementale. Alors, si on ajoute la manie de l'archiduc, qui l'a vu avec le... Voilà. Alors ici, j'ai retrouvé une vieille photo de l'archiduc qui a été prise à Miramar de Monastir, à côté sur une tour qu'il y avait là-bas, hein, qui existe toujours d'ailleurs, hein, mais qui est un peu ruinée. Alors, vous remarquerez une chose, c'est qu'à la main droite, à la main gauche, pardon, il porte ce qu'on appelle là-bas au Baléares un parasol. Ici, on appelle ça un parapluie, tout simplement. Souvenez-vous de la manie de l'abbé Saunière, hein, qui se promenait toujours avec son parapluie. Quand même curieux de tout ça. Étrange. On ne peut pas en tirer des conclusions définitives, mais enfin, c'est ce qu'on appelle encore une de plus, une similitude comportementale, une de plus. Ils partageaient le même goût pour la culture de la vigne. Les 2. Saunière, j'ai relevé toutes les propriétés. Les terrains qu'il possédait autour de Rennes-le-Château, où il cultivait avec un certain succès la vigne. Il a essayé aussi le vin de Malvoisie, mais enfin, je ne l'ai jamais vu porter sur les résultats des coopératives du coin. Il y en avait suffisamment à Castelnègre, certainement. Et l'archiduc en possédait, lui, par contre, plusieurs hectares qu'il exportait partout, hein, également. Alors, mais l'aspect relationnel, il est tout aussi révélateur. À Son-Maillroche, l'archiduc Jean Salvatore, il recevait du beau monde. On peut citer Gaston Vullier. Gaston Vullier, ça vous dira peut-être rien. C'était un peintre de talent qui était natif de Gincla. Gincla, c'était juste à côté, c'est dans le pays de Sceaux. Mais Marguerite d'Este, il recevait également, et de nombreux poètes et artistes. La passion de l'archiduc pour l'archéologie lui a fait rencontrer rapidement également Édouard Martel, mais aussi un personnage que vous connaissez tous, c'était Émile Cartaillac, qui a fait pas moins de 8 voyages à Palma, de Majorque. Et c'est le même personnage qui a critiqué Boudet quand Boudet a sorti son livre. Donc, avec qui l'archiduc il a lié une amitié indéfectible jusqu'à sa mort. Alors, il était fondateur de la Société de géographie de Toulouse, il s'est rendu dans à maintes reprises là-bas. J'ai retrouvé une correspondance très très importante entre les 2 hommes qui se tenaient mutuellement, par semaine après semaine, mois après mois, au courant de leurs projets respectifs et de leurs déplacements également. En date du 20 janvier 1896, on apprend que Jean Salvatore a rendu visite à Sissi. Sissi, la fameuse impératrice, c'était au Cap-Martin. Mais on apprend aussi qu'il compte venir à Toulouse. C'est écrit noir sur blanc, hein, vous l'avez ici dans une correspondance, si vous arrivez à lire, hein, et qu'il ne manquera pas de venir voir Cartaillac. Donc c'est important, il s'est donc rendu à Toulouse. Donc c'est la première fois qu'on a une attestation comme quoi l'archiduc a fréquenté la région. On n'a pas de preuve qu'Émile Cartaillac ait connu l'abbé Saunière, je n'ai pas retrouvé. Par contre, grâce au fonds d'archives de l'association Louis Bégouen, vous avez dû entendre parler de ce nom, ce légitimiste, hein,
contenant 6000 lettres. Béguin. Je dis Béguin, mais enfin c'est Béguin. Il y a 6000 lettres qui sont disponibles aux archives de Toulouse. Je peux vous donner les coordonnées. Si vous avez la patience, vous allez les éplucher. Moi, je suis allé à l'essentiel, c'est-à-dire j'ai été regarder celle qui m'intéressait le plus. Alors, on a appris que le préhistorien, c'est-à-dire Émile Cartaillac, il correspondait avec, entre autres, plein de personnalités. Joseph Dubourg, le fameux secrétaire au commandement du comte de Chambord, mais il correspondait aussi avec Gaston Jourdan. Gaston Jourdan, ça vous dit également quelque chose. Paul Tourneille, qui est un peu moins connu, parmi les personnages les plus connus, mais il correspondait aussi avec un certain Clovis Lassalle. Clovis Lassalle, pour certains d'entre vous, vous le connaissez, vous avez dû lire beaucoup d'interventions, enfin pas mal d'interventions là-dessus. Alors Clovis Lassalle, qui c'était on sait que Clovis Lassalle connaissait la Bessonnière, à travers plusieurs échanges épistolaires qu'ils ont eus et qu'on a retrouvés dans les carnets de correspondance. Il est certain qu'Émile Cartaillac a ramené de son séjour des Baléares des clichés. À l'époque, on faisait beaucoup de photos. Enfin, en tout cas, les gens qui avaient un certain pouvoir d'achat, ils avaient tous des appareils photo assez perfectionnés, des différentes résidences de l'archiduc. Et il les a ensuite fait développer par Clovis Lassalle, puisque Cartaillac, figurez-vous, faisait travailler Clovis Lassalle. Et Clovis Lassalle faisait travailler Cartaillac. Dans le fond de Clovis Lassalle, il y a peu de photos aujourd'hui, parce que malheureusement, il y a eu un pillage qui s'est opéré, je pense, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque j'ai réussi à rencontrer, comment dirais-je, c'est pas une descendante, c'est quelqu'un qui aurait détourné le fonds Clovis Lassalle. Alors ça, je l'ai su, parce qu'il y avait il existe encore une boutique de collectionneurs à Toulouse, avec un garçon qui est très très compétent dans pas mal de domaines, et un jour il a voulu me vendre des vieux clichés. Alors il me dit, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je te les fais pour 100 €. Il y en avait une dizaine, encadré, sous verre. Alors il me dit, tu connais ce photographe? Je regarde, je dis, oui, c'est Clovis Lassalle. Il me dit, bon, écoute, moi je te fais un prix, je te les vends tous pour 100 €. Je lui dis, non, ça ne m'intéresse pas, il y en a une qui m'intéresse, mais je n'ai pas envie d'acheter tout ça. C'était des photos de membres d'une école de Toulouse, enfin, qui posaient au Palais Niel, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Ce photographe, on va dire qui c'était, il est installé au 32 rue de l'Étoile, ça ne vous dira rien, c'était à peu près à côté du monument aux morts à Toulouse. Il succédait à son père qui collaborait au traitement avec Cartaillac. Il était spécialisé dans la photolithographie. C'était rare à l'époque, ça marchait très très bien. Mais il avait aussi innové, c'est-à-dire c'est le premier photographe à Toulouse qui avait innové dans les tirages de plans. Ça, c'était important. Or, on réalise que Tiburce Caminade, dont vous connaissez tous, il résidait longtemps dans le même quartier. Il habitait à seulement 150 mètres de là. On peut penser que Caminade aurait pu confier à Clovis Lassalle le tirage des plans du domaine. C'est une possibilité, on peut écarter. Alors, Émile Cartaillac, qui a ramené beaucoup de clichés des résidences à l'archiduc, a dû les faire développer chez ce photographe, puisqu'il était en liaison avec Cartaillac. Alors, il a pu, lors des discussions avec la Bessonnière, lui faire voir des échantillons et s'entretenir avec lui du mode de vie de l'archiduc. C'est une possibilité également. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'à dire, et pourtant je le pense, je ne vais pas jusqu'à dire que l'archiduc Jean Salvator est venu en personne, se faisant appeler Monsieur Untel, ici à Rennes-le-Château. Mais je pense quand même tout autrement, vous allez voir pourquoi. On va parler brièvement de notre aventurier qui se devait d'en rencontrer un autre. Ce fut chose faite en 1884, où les deux hommes se rencontrèrent à Venise. C'était Jules Verne, qui portait le nom d'emprunt de Prudent Aliotte. Prudent Aliotte, pour les amateurs de Jules Verne, c'était le surnom de son grand-père. Il a oublié de demander son nom à l'étranger. Ils ont eu une discussion pendant toute une soirée. Il a oublié de donner son nom, mais il venait parler avec lui de ses récits d'exploration. 3 mois après, il a la surprise de recevoir un ouvrage très luxueux sur les Baléares, quelques temps plus tard, signé par Louis Salvator. Il ne savait pas qu'il avait rencontré l'archiduc des Baléares. Il ne savait pas. De là, une amitié qui a duré jusqu'à la mort de l'écrivain. L'archiduc lui a inspiré Mathias Sandorf. Ça, certains d'entre vous le savent. Mais Jules Verne, il a repris ses écrits aussi dans Clovis d'Aventor. Ça lui a permis de voyager par procuration, parce que là-dedans, il a pu voir la description de la cathédrale de Palma, qu'on lit dans Clovis. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça. Alors, la guerre de 14-18, elle a obligé Louis Salvator à rentrer dans son château de Brandeis, près de Prague, où il est décédé le 12 octobre 1915. Il a légué, alors ça c'est un truc extraordinaire, l'archiduc des Baléares, comme on l'appelle maintenant, il a légué tous ses biens personnels,
estimé à 300 millions de francs or. C'était colossal, hein. C'était le budget pratiquement, la moitié du budget d'un pays comme, je dirais, pas comme l'Espagne, mais enfin c'était un budget colossal, quoi. Il a tout légué à son fidèle secrétaire, Enrique Vives, il s'appelait, y compris tous ces domaines, c'est-à-dire plus de 3500 hectares, hein, au Bahia. Alors, ici, bon, la Bessonnière, chacun sait qu'il a donné tout à sa fidèle gouvernante, Marie, hein, aux grandes dames de ses héritiers, et en dépit avec sa hiérarchie, ça tout le monde le sait. Hein. Comme disait Michel, à l'époque, décidément, l'histoire ne s'invente pas. Voilà brièvement, si vous voulez, une évocation d'une possibilité, si vous voulez, de mise à jour de cet archiduc, hein, dont on a eu tout le temps en doute. Moi, je me suis contenté, si vous voulez, de faire des similitudes comportementales, des similitudes relationnelles. Hein. Je vous invite, si un jour certains d'entre vous mettraient ma parole en doute, c'est très possible. Hein. Mais enfin, bon, si vous voulez illustrer tout ça, de vous rendre à Palma de Mallorca et d'aller faire une visite dans les domaines. Alors, je voulais vous faire une dernière vue également. Vous allez voir, ça c'est très intéressant. Je vous dis ça parce que je me dis, putain, cet archiduc, quand même, avec son bateau, etc., il a fait beaucoup de voyages, mais où il a fait ces voyages? Mais figurez-vous qu'en revenant pour la deuxième fois à Monestir de Miramar, là où il y a toutes ces archives, enfin, pas toutes les archives, là où il y a les parties de ces archives, j'ai retrouvé une carte, voilà, j'ai retrouvé une carte, tout à fait par hasard, juste à côté de la bibliothèque, dans un registre, on m'a donné l'autorisation de consulter le registre. J'ai retrouvé une carte dans laquelle tous les voyages qu'il a fait étaient mentionnés. Je dirais absolument tous. Donc vous avez le détail, si vous voulez, de ces escales, en bas, en bleu, mais ici, en jaune, en haut, vous avez le détail de tous ces déplacements sur la côte en France. Et donc, on apprend, on voit, si vous voulez, sur le numéro, j'arrive pas à bien lire, mais 1312, hein, qui s'est rendu dans la région de Carcassonne. Curieux, c'est comme ça. Enfin, là, ici, on a l'attestation comme quoi l'archiduc ne s'est pas contenté de traverser l'Atlantique, puisqu'il a été à l'exposition de Melbourne, quand même, c'était une performance à l'époque, avec son bateau. Hein. Il ne s'est pas contenté de sillonner toute la Méditerranée, il a sillonné la Sicile, la Sardaigne, qui a été jusqu'en Égypte, enfin c'était vraiment un grand navigateur, hein, avec sa ménagerie. Mais il est venu à maintes fois, si vous voulez, il est venu à maintes fois en France, dont vous avez le détail, Marseille, Béziers, tous les ports de la côte, mais également, je présume, si vous voulez, qu'il a accosté dans la région, que ce soit à Port-Vendre ou que ce soit dans ces ports-là, et on voit, si vous voulez, avec les pastilles, qu'il a visité, qu'il s'est rendu dans ces endroits-là. Voilà, je clôt la parenthèse. Merci de votre attention. Moi, je suis assez séduit par la théorie de Michel Vallée, en revanche, sur le trésor de Monseigneur Krupp de la Chontéracque. Je la trouve assez fonctionnelle, bien sourcée. Bien sourcée. Alors, voilà, on ne pourra pas la détailler, je pense, intégralement. Donc, je renvoie au livre de Michel Vallée et de Michel Azens, hein, sur le Castelnègre.